Bonjour à tous. Aujourd'hui, les livres à la une s'interrogent sur la nature des liens entre art et science. Alors que de plus en plus de manifestations culturelles mettent en avant leur pertinence, qu'en est-il vraiment ? Art et science parlent-ils le même langage ? Leurs liens supposés sont-ils réels ou artificiels ? Et lorsqu'il y a rencontre, celle-ci est-elle nécessairement fertile ? Et si oui, jusque dans quelles limites ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Lévy-Leblond. Bonjour. Vous êtes physicien et essayiste, professeur émérite à l'université de Nice Sophia Antipolis, et vous publiez La science n'est pas l'art chez Hermann. Un essai aux allures de pamphlet contre un certain air du temps qui serait tout à la réunification des arts et des sciences, et que vous qualifiez, cet air du temps, de naïf. Mais ce livre est aussi une invitation à de possibles rencontres, brèves, dites-vous en sous-titre, quoique peut-être indispensables, nous le verrons, entre ces deux versants de notre culture. Également avec nous, Maurice Mathieu, bonjour. Alors parlez dans le micro s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes peintre, mais possédez également une très solide culture mathématique, culture qui n'a cessé tout au long de votre carrière de nourrir votre production artistique. Ce dont vous vous expliquez dans Autobiographie par la forme, paru chez Actes Sud. Un ouvrage labyrinthe dans lequel se mêlent réflexion sur le vif, art plastique et bien évidemment mathématiques. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Jean-Marc Lévy-Leblond. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que votre livre attaque très fort les adeptes ou les tenants de la thématique art-science en prennent pour leur grade. Thématique art-science que vous qualifiez d'ailleurs de poncif de la promotion culturelle. Alors on va rentrer un peu dans les détails de ce que vous avez voulu dire par là. Vous critiquez d'abord un certain nombre de scientifiques dont vous pointez la naïveté et l'archaïsme, ce sont vos mots, à vouloir jeter un pont entre art et science, au motif que d'après eux, beauté et vérité iraient de pair en matière scientifique. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? Bien, disons une conception effectivement un peu naïve de ce qu'est la beauté, parce que la plupart des scientifiques que je cite dans ce chapitre, qui est un chapitre spécifiquement consacré à la question de la beauté dans la science, sont des physiciens ou des mathématiciens qui s'émerveillent devant la beauté, non pas de la nature, qui est une toute autre question, mais la beauté de leurs théories et en particulier de leurs équations. Et alors là, il me semble que ça mérite quand même quelques réflexions, parce que aussi bien moi qui suis physicien, je suis effectivement émerveillé quand je regarde l'équation de Schrödinger ou les équations de Maxwell et que je prends en compte leur immense fécondité. Autant je me rends bien compte que si je montre les mêmes équations, on pourrait faire l'expérience ici si on avait le temps, aux profanes, ils n'y voient qu'un assemblage de signes hiéroglyphiques, voire kabbalistiques. Donc qu'est-ce que c'est que cette beauté qui est invoquée, mais qui n'est perceptible qu'à un tout petit nombre de gens informés ? On est bien loin de la question de la beauté dans l'art, en particulier dans l'esthétique, dont l'idéal est d'être partagé. Ce que je vais vous demander, elle n'est pas d'ordre esthétique, donc cette beauté, ou du moins la source de l'émerveillement, qui peut être celui d'un scientifique. Oui, alors le deuxième aspect, évidemment, c'est que la question de la beauté n'épuise certainement pas la question de l'esthétique, surtout dans la modernité, où une bonne partie du travail de l'art moderne, je ne dis même pas contemporain, de l'art moderne, depuis la fin du XIXe siècle, a été de prendre ses distances par rapport aux critères de la beauté. Ça n'est pas l'objet principal du travail des artistes aujourd'hui que de faire du beau. Et donc, il me semble que cette question de la beauté n'est certainement pas la meilleure question à poser ou le meilleur point d'entrée pour un dialogue fructueux entre art et science. Alors voilà pour les scientifiques, mais de la même manière, vous semblez, le mot est un peu excessif, mais avoir un problème avec la beauté de la science, telle que souvent présentée au public à travers des expositions art-science, mettant en scène une imagerie scientifique de pointe, et que vous qualifiez dans votre ouvrage de techno-kitsch. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que la plupart du temps, dans ces expositions où on va vous montrer de magnifiques photographies astronomiques, par exemple, avec des galaxies resplendissantes de tas de couleurs, ou bien des photographies de cellules vivantes, là encore, la plupart du temps traitées en fausses couleurs, nous sommes à 1000 lieues en général des contenus scientifiques, et qu'il y a donc quelques ironie à essayer d'expliquer que ces produits de la science
sont beaux et que c'est ça qui ferait le lien entre science et art, puisqu'en général, ces photographies sont traitées pour être publiées ou dans des magazines ou montrées dans des expositions, de façon à être effectivement séduisantes pour l'œil, beaucoup plus qu'elles ne le sont dans la brutalité où elles sont présentées et utilisées par les scientifiques. Les scientifiques travaillent sur des graphes, des listings, des photographies qui n'ont rien de spécifiquement joli en général. Alors qu'on soit dans le joli, dans le décoratif est une chose, qu'on soit dans le beau en est une autre, et surtout, essentiellement, il n'y a pas d'adéquation nécessaire entre le sentiment esthétique que l'on peut avoir devant telle ou telle de ces photographies et leur signification proprement scientifique. Est-ce que ça, c'est en soi un problème? Ce ne sont pas les contenus scientifiques qui sont mis en avant à travers ces représentations. Vous les qualifiez de jolis, on sent que c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce qui leur manquerait pour être d'un intérêt esthétique? Elles ont un intérêt esthétique, mais cet intérêt esthétique est un intérêt superficiel, c'est un intérêt du pur regard. Ce qui leur manque, c'est un intérêt conceptuel. Or, précisément, elles sont souvent invoquées pour dire « regardez, la science, c'est formidable », puisqu'elles travaillent sur des choses aussi spectaculaires et aussi belles. Et cet argument ne me paraît pas extrêmement convaincant. Ce qu'il y a de satisfaisant, de séducteur pour l'esprit dans la science tient beaucoup moins à ces images qu'à ces idées. Et précisément, il n'y a pas d'adéquation nécessaire entre une image plaisante, agréable, et une idée profonde. Alors vous parlez des idées profondes que peut parfois faire apparaître la science. Néanmoins, il y a un autre motif d'agacement chez vous, c'est lorsque la science se fait critique d'art. Ainsi, vous dénoncez, je cite, des élucubrations arbitraires s'agissant des études qui tentent par exemple à démontrer l'emploi du nombre d'or dans les techniques de composition ou encore à montrer par exemple que l'œuvre de Jackson Pollock serait fondée sur une mathématique fractale. Vous qualifiez encore de naïfs certains parallèles entre art et science, tel celui, ça n'est qu'un exemple, que d'aucuns ont voulu trouver entre la relativité d'Einstein et le cubisme. Est-ce qu'il n'y aurait là vraiment rien à garder ? Si, il y a une idée à garder. Je prends le dernier exemple parce qu'il est le plus intéressant. Sur les rapports entre relativité et cubisme, c'est effectivement quelque chose qu'on voit évoqué extrêmement souvent, où l'on dit, regardez, il y a un rapport direct au début du XXe siècle entre les développements de la physique moderne, avec entre autres la théorie de la relativité, et puis certains aspects de l'histoire de l'art moderne avec le développement du cubisme. Au motif que, dans les deux cas, on a affaire à un bouleversement des conceptions que nous avons de l'espace, et de l'espace-temps de façon plus générale. Or, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ce rapprochement est un rapprochement a posteriori, et donc relativement fallacieux, puisque quand Picasso, Juan Gris, Braque développent leur cubisme dans les années 1905-1906, ils n'ont évidemment jamais entendu parler de la relativité qui est en train de naître au même moment, sous la plume d'Einstein, et qui pendant de nombreuses années ne sera connue que des seuls physiciens. Il faudra attendre largement le début des années 20 pour que certains critiques disent « mais vous voyez qu'il y a un rapport ». Ce rapport n'a jamais existé de façon directe. Néanmoins, il y a quelque chose en commun qui est la source de ces deux bouleversements qui tient à une mutation profonde, fin 19e, début 20e siècle, des valeurs admises tant dans le cas de la science que dans le cas de l'esthétique. Mais vous voyez que cela veut dire que si l'on veut trouver des rapports intéressants entre art et science, à mon avis, ce ne peut pas être des rapports immédiats et directs, il faut les replonger dans un cadre historique beaucoup plus général et dans un contexte culturel plus large. Ce que vous voulez dire, c'est que si ces liens ne sont pas triviaux à identifier, art et science, finalement, viennent puiser au même bain culturel, quoi. Cela est une évidence. Et il faut voir ensuite comment les uns et les autres font leur miel, si j'ose dire, de l'histoire qui se déroule en amont. Alors, pour revenir sur ces situations où la science se fait critique d'art, je citais par exemple ces études sur l'étoile de Jackson Pollock qui tendaient à montrer qu'il y avait une mathématique fractale sous-jacente, ou bien ces études depuis très longtemps sur le nombre d'or en esthétique. Ça ne vous intéresse pas beaucoup ? Disons que ça me paraît secondaire, ça n'est pas sans intérêt, mais pour prendre par exemple l'histoire du nombre d'or, il y a eu beaucoup d'élucubrations sur l'utilisation par Seurat, par exemple, du nombre d'or.
Or, quand on regarde le travail de Seurat, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le nombre d'or qui l'intéresse. Le nombre d'or, il vaut 1,618 et des poussières. Mais ce qui intéresse Seurat, c'est essentiellement le 1,6 parce que c'est un 8 cinquième. Et que quand vous divisez votre toile en 8, ce qui est très facile, vous allez avoir une façon de la diviser non triviale qui va consister à prendre les 5 huitièmes. Donc, même si Seurat, ce qui n'est pas prouvé, a prétendu s'inspirer du nombre d'or, cela ne change rien au fait que ce sont des déterminations proprement esthétiques dues à son travail de peintre en tant que tel et non pas des arguments venant de l'extérieur qui sont déterminants pour apprécier sa peinture. De la même façon, la peinture de Pollock, je ne vois pas ce qu'elle gagne à être interprétée en termes de dimension fractale. C'est beaucoup plus intéressant de la replacer dans l'histoire de la peinture et de la regarder comme un événement artistique en tant que tel, même si ensuite on peut se poser des questions, mais ce sont des questions secondes, sur la gestuelle de Pollock, et à ce moment-là, peut-être que analyser sa fractalité n'est pas sans intérêt. Mais disons que ce ne peut pas être, me semble-t-il, un argument fort à l'appui de relations directes et profondes entre art et science. Qu'est-ce que ça vous inspire, Maurice Mathieu? Je vous pose la question parce que dans votre livre, notamment, vous citez justement quelques exemples de Seurat. Oui, bon, là ça, je veux dire, je ne serais pas tout à fait d'accord parce que je vais me placer en position du technicien ou du praticien. C'est que, dans tous les cas, quand il y a une approche d'une toile, et il y a sûrement, comme un écrivain, une difficulté à avoir le premier geste. Et une technique comme, que je n'utilise pas d'ailleurs, une technique comme la décomposition du plan par la suite de Fibonacci, c'est simplement une mise en place. C'est rien de plus. La mathématique comme outil. Rien de plus. Mais je veux dire que c'est un outil d'appréhension de l'espace. Et c'est en ce sens-là qu'il est positif. Moi, je m'y suis beaucoup intéressé au moment où il y avait on considérait la recherche comme étant une recherche qui devait avoir une implication presque immédiate. Et je devais faire des conférences en Amérique latine, et j'avais l'image de Kubrick dans l'outil d'espace, quand le singe lance un os, et cet os devient une fusée. C'est-à-dire, donc, dès l'instant où la technologie est mise en place, elle a son destin, ou un destin. Et alors, je cherchais l'os. Et j'ai pris, justement, la suite de Fibonacci dans son histoire, parce que, après tout, c'était une recherche des plus superficielles, sans intérêt, qui n'avait pas eu une utilisation immédiate. Et en fait, cette suite de Fibonacci a un destin extraordinaire, puisqu'on la retrouve maintenant dans les fractales. Je veux dire, dans les fractales, en l'utilisation, dans les recherches économiques, où on voit les possibilités de spéculation en dénichant dans l'ensemble des courbes celles qui ont une allure fractale. Bon, c'est ce qui m'avait entraîné à quand même affirmer qu'on ne pouvait pas avoir une prétention dans une direction de recherche. C'était un petit pamphlet. Donc, non plus, je ne ferai pas sur la suite de Fibonacci un point central de l'histoire de la peinture, sauf sur un détail. C'est que Velázquez était le gendre d'un technicien, sur la perspective, sur l'utilisation de la perspective euclidienne, et en même temps sur la technique associée aux suites de Fibonacci. On sait que le tableau des Ménines est un tableau qui a été... il y a deux tableaux. Bon, le tableau qu'on voit, c'est le deuxième tableau. Et ce tableau a été coupé. Et la position du miroir permet de reconstituer la dimension. Alors ça, c'est une hypothèse. La dimension du tableau initial en s'appuyant sur la décomposition de Fibonacci.
Voilà, c'est un petit détail, une curiosité. Qui vous semble intéressant, Jean-Marc Lévy-Leblond? Je vous pose la question car je vous sens dubitatif. Non, parce que je pense que Maurice Mathieu a tout à fait raison sur les faits qu'il narre, mais simplement je trouve que ça ne va pas beaucoup plus loin quant à la question des rapports entre art et science que si l'on invoquait par exemple le fait que la peinture à l'huile, quand elle naît essentiellement à la Renaissance, se sert de pigments et de solvants inédits jusque-là. Ça n'entraîne pas pour autant qu'elle ait à voir avec la chimie en tant que science. C'est, comme vous le dites très bien, une espèce de point de départ technique dont acte absolument. Il n'y a pas de création possible si on ne se donne pas quelques contraintes de départ. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Mais vous voyez que ça ne nous engage nullement dans une espèce de perspective grandiose où art et sciences convergeraient, voire mèneraient des carrières parallèles en s'épaulant l'une l'autre. Alors on va voir après si cela est tout simplement possible, mais en guise de semi-conclusion, est-ce que vous pourriez d'une formule nous dire d'après vous ce que ne devraient pas être les liens ou la thématique art-science ? Tout simplement, chaque fois que la petite copule qui est entre art d'un côté, science de l'autre côté, est interprétée comme un signe d'égalité ou d'addition ou de convergence. Moi, il me semble que j'aurais tendance à vouloir la penser d'abord comme un signe de différence, et que c'est seulement à partir du moment où la différence est admise, approfondie, prise en compte, que du coup des rapprochements peuvent se faire. Mais vous savez, c'est comme dans les rapports entre les gens. C'est à partir du moment où je reconnais la différence de l'autre, de celui qui est en face de moi, que à ce moment-là peuvent commencer à se créer des échanges et des liens féconds. Alors on va rentrer dans les détails un peu après, mais d'abord je voudrais qu'on voit sur la base de votre expérience, Maurice Mathieu, ce que peuvent être particulièrement les liens ou les relations entre art et science. Alors, les relations entre art et science, d'abord... Dans votre travail, mais avant que vous de vous laisser... Dans mon travail, je ne parle pas de la question que m'avait posée Michel Hulin. Vous voulez que je parle? Je voudrais vous poser une question, si vous voulez bien, et je vous laisserai ensuite poursuivre. Ah, pardon. Je voudrais partir d'une réflexion qui est dans votre livre, si je vous ai bien lu. Vous dites qu'une des premières questions qui peut se poser pour un peintre, c'est celle de savoir comment ordonner le plan du tableau. Et vous la posez parce que vous dites, en mathématiques, il n'y a aucun ordre a priori du plan. Et c'est ça qui permet finalement au peintre de se poser la question de son ordonnancement. Alors je vais vous laisser poursuivre dans une minute, mais pour donner un exemple, et vous le citez, et finalement vous vous inscrivez dans cette filiation, vous dites au XVe siècle, Alberti répond à cette question en introduisant la perspective, qui est donc une construction géométrique. D'une certaine manière, elle permet de rejeter l'infini à un point, le point de fuite, et puis par le même biais, elle assigne une place au spectateur. Alors, vous vous êtes posé finalement la même question, et vous y avez répondu d'une manière différente, en vous intéressant, je crois, aux éliges, ces carreaux arabo-andalous sur lesquels un entrelac de lignes forme des motifs géométriques complexes. Et par le biais d'une réflexion d'essence assez mathématique, vous êtes arrivé à une nouvelle conception ou une autre conception d'organisation de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cheminement ? Alors déjà, c'est-à-dire, bon, ça c'est une banalité pour un mathématicien, quand dès l'instant où on passe d'une dimension supérieure à la droite, il n'y a plus d'ordre. On peut plus, il n'y a plus d'ordre naturel. Bon. Et donc, quand on est à l'intérieur face au tableau, donc, comme il n'y a pas d'ordre naturel, c'est un ordre qu'il faut construire. Et si on construit un ordre, il est forcément idéologique. Et c'est l'intérêt, justement, de la peinture et de ce rapport à la surface plate, c'est qu'elle est toujours forcément de se répéter, puisqu'elle est toujours obligée de reconsidérer l'ordre idéologique qu'elle a inclus à l'intérieur du tableau. Bon. Alors, moi, quand... donc la perspective classique, et je dissocierais complètement le cubisme de la relativité, parce que je prends le cubisme comme une suite logique de la perspective d'Alberti, où c'est une utilisation, en fin de compte, de potache
de potache de l'école des Beaux-Arts qui ont introduit la géométrie descriptive et les rabattements à l'intérieur de la peinture. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de rupture. Bon. Et sur justement ce côté, le côté quand même de forte interrogation que représente Velázquez, parce que je ne veux pas le dissocier, Cézanne, et je le rapprocherai du programme de Göttingen qui est proposé par Félix Klein sur la construction de la surface. C'est qu'il va y avoir curieusement une impossibilité de définir la surface. Et donc, la surface va être définie par sa forme quadratique, donc en fin de compte, ça se ramène à des sphères, des cônes et des cylindres. Et c'est précisément la méthode de construction qu'entreprend Cézanne pour son tableau. Donc voilà, et évidemment, Félix Klein et Cézanne ne se sont pas rencontrés. Donc s'il y a un intérêt dans la fluctuation, justement, de la pensée, quand elle peut passer de la science ou dans un autre domaine, eh bien, c'est de rechercher ces fluctuations et c'est de chercher où est le point de cristallisation le plus fort et où justement l'idée devient la plus opératoire. Par exemple, il y a une très belle histoire qui est la querelle de Newton et de Wallis. Bon, Newton et Wallis, il y a une querelle. Newton ne peut pas concevoir le passage à la limite. Il ne peut pas mentalement le concevoir. Et Wallis, la formule qui est très connue, c'est un passage à la limite. Bon, cette discussion a été une discussion énorme dans le milieu scientifique. Et elle a été reprise par John Milton, dans Le Paradis perdu, et où cette incompréhension à la limite devient l'opposition de Lucifer, qui ne peut pas admettre que l'homme, dans sa dimension finie, puisse avoir conscience de la majesté ou la puissance de Dieu. Voilà. Alors c'est ce que je veux dire. C'est un autre exemple de contexte culturel qui finalement nourrit la réflexion scientifique d'un côté, une idée fluctue, artistique de l'autre. Elle se promène comme un essuie-glace, et à un moment donné, elle se fixe quelque part où elle devient opératoire. Vous prenez la préface de Dirac à Quantum Mécanique, c'est un texte de Mallarmé. C'est un véritable... où la définition est l'absence. Et il y a d'autres exemples, vous voyez, constamment, c'est-à-dire quand vous prenez les Saint-Georges du Carpaccio, où vous êtes dans un état de dynamique stricte, où le cheval ne bouge pas, la lance, etc., est avancée et ne subit aucune torsion, et vous passez au Saint-Georges du Tintoret, et à partir de ce moment-là, vous êtes en place de la dynamique. Et entre-temps, il y a égalité. Et donc, il y a des fluctuations comme ça qui sont excessivement intéressantes d'essayer de repérer. Je ne crois pas que l'art peut se servir ou peut partiellement utiliser la science, bien sûr, mais il est aussi tributaire de ce mouvement de pensée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en détail la manière dont justement vous vous inscrivez dans ce mouvement à travers vos travaux sur ces motifs arabo-andalous qui, si j'ai bien compris, vous permettent de penser à une représentation de l'infini, puisqu'ils posent la question de savoir quel chemin parcourir pour rejoindre deux points, et vous arrivez à la conclusion d'une certaine manière, il y en a une infinité. Comment est-ce qu'à ce moment-là, je dirais l'inspiration, la mathématique vous sert d'inspiration ou d'outil pour votre création artistique ? C'était sur la conséquence de la mise en place d'Alberti, il y a une conséquence immédiate, c'est que tout sujet est en situation. Le roi, il est sur le trône et le Christ est sur la croix. Donc tout l'espace, en fin de compte, est idéologiquement figé. Et à un moment, je me suis posé alors une première question, c'est-à-dire, c'est pas venu aussi rapidement que ça, c'est les contraintes idéologiques. La première question, c'est dans les contraintes idéologiques,
et je m'étais aperçu que tous les pavages au sol étaient directionnels. C'est-à-dire qu'on est assujetti à avoir des lignes, à avoir des chemins qui sont tracés. Et je me suis posé la question de savoir si je pouvais trouver un pavage, vous voyez, un pavage qui ne définissait pas de direction. Et par chance, à la campagne, j'ai vu des moutons déformer un grillage, un Ursus, et les quadrilatères sont devenus des pentagones. Et bon, parce que la question ne pouvait pas se poser avec des quadrilatères ou avec des triangles. Donc là, j'ai cherché à construire justement un pentagone qui, si je pouvais le répéter et chercher à voir s'il me définissait une direction. Et alors, là, évidemment, le restant de culture, alors j'ai cherché au hasard, mais avec forcément une arrière-idée tout de suite qui m'a donné la solution, c'est que les seules isométries, bon, c'est la rotation, la translation et la symétrie. Donc, je ne pouvais pas avoir qu'une forme, je devais en avoir deux, la symétrie. Et à partir de ce moment-là, j'ai résolu pour moi-même, je veux dire pour une partie du tableau que j'étais en train de faire, ce pentagone qui ne définissait pas de direction. Bon, vous voyez, mais je n'ai pas... Et après, François Digne, 3 ans après, m'a montré que c'était des Penrose, on avait fait la théorie, on va y venir etc. un petit peu après. Juste d'une façon un peu générale, est-ce que chez vous, la réflexion mathématique est toujours, je dirais, à l'origine de votre réflexion artistique? Non. Non, elle est sur des détails. Elle est sur des coins. C'est-à-dire des coins, c'est des coins qui ont une difficulté à dominer, que je ne sais pas transcrire. C'est la cage de sang dans Channing. C'est la cage de sang, c'est-à-dire donc dans ce film, il est construit sur un cimetière d'Indiens et brusquement il y a une chute de sang par l'ascenseur. Et donc là, il fallait que je trouve une représentation. Et là aussi, je me suis tourné vers les mathématiques parce que je n'arrivais pas à sensibiliser ce point, puisque j'avais associé d'Anvers cimetière d'Indiens, nombre de morts. J'estimais que le nombre c'est 75 milliards, c'est un petit calcul que j'ai fait qui n'est pas juste, mais pas tout à fait faux. Et il y avait 75 milliards de gens qui nous avaient précédés en 1980, à peu près. Donc, ce qui représentait déjà 400 milliards de litres de sang. Donc, ce qui expliquait cette chute qui est colossale. Et alors là, je me suis retourné vers Hilbert et la courbe de Peano. Parce que, vous voyez, vous pouvez construire une courbe de Peano, et à un moment donné, quand vous poursuivez sa construction, en fin de compte, vous effacez l'objet que vous êtes en train de construire. Vous ne voyez plus la courbe. Et c'est ça que je me suis dit, vous voyez, voilà un autre détail, comment c'est intervenu dans un autre tableau, mais ça représente 1 mètre carré sur le tableau, la toile, je crois que vous avez dit. Dans ce qu'on a discuté au début, on a l'impression que finalement les mathématiques vous servent d'outils pour créer. C'était peut-être le cas de cette réflexion sur l'ordonnancement du tableau. Là, on est peut-être plutôt dans les mathématiques comme métaphore ou comme symbole. Non, je reste, c'est-à-dire je cherche l'outil, je veux dire, je cherche plus que l'outil, le moyen qui va me satisfaire et qui va être cohérent avec ce que je veux faire. Alors c'est vrai, mais je n'ai pas une référence constante avec les mathématiques. Alors, d'une manière plus profonde, les éliges. Les éliges, donc, je reviens sur le fait que le roi est sur le trône et le Christ est sur la croix. Donc tout le monde est en situation. Et on voit qu'il y a une évolution, qui est l'évolution vers une digitalisation de plus en plus grande, et la corporalité disparaît au profit des machines qui vous regardent. Tout leur rapport devient une numérisation. Donc j'avais tendance à penser que si il y avait
possibilité de reconstruire un espace. Il n'était plus associé à la géométrie euclidienne habituelle, il serait plus associé à une combinatoire. Parce que la combinatoire rend toutes les places équivalentes. Donc elle apporte quelque chose, une dimension. Si le problème est résolu, hein, je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai fait est parfait et que les choses sont résolues. Si l'apport est là, à ce moment-là, le problème de la situation se trouve posé, puisque, je vous le disais, les places sont toutes équivalentes et interchangeables. Et alors, il fallait que j'aie une structure de l'espace qui me permette d'agencer cette réflexion. Et c'est là où intervient les éliges. Les éliges, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sont des formes, c'est-à-dire c'est une occupation très simple de l'espace par au maximum 5 pentagones, 5 polygones réguliers. Vous voyez, il ne peut pas y en avoir plus de 5, parce que l'équation montre qu'il ne peut pas y en avoir plus de 5. Et ces polygones se retrouvent reconstruits. Donc, ce que vous avez sous les pieds, vous l'avez à l'infini. Donc là, j'avais possibilité d'ordonner mon espace à partir de la décomposition, justement, des éliges. Alors, les éliges, et comme ce sont des pentagones réguliers, ils ont autant d'axes de symétrie que de côtés. Donc, vous voyez, aussitôt que sur le sol, c'est-à-dire le nombre de directions, votre trame devient une trame absolument extraordinaire, d'une espèce de possibilité de mise en forme, qui vous permet donc d'installer des itinéraires et d'une manière beaucoup plus ouverte que le faisait le quadrillage cartésien, c'est-à-dire sur les axes. Alors voilà, ça a donné un certain... Et ça m'a amené justement à essayer d'illustrer un certain nombre de textes de Beckett. Parce que chez Beckett, justement, il y a la question qu'il n'y a pas de lieu et qu'il n'y a pas de forme. Alors, à vous entendre, on a quand même un peu de mal à imaginer que les mathématiques ne vous servent comme outil, comme source d'inspiration qu'à la marge. Je voudrais votre avis un petit peu, Jean-Marc Lévy-Leblond, sur la manière dont s'articule chez Maurice Mathieu mathématiques et création artistique. Il est le seul à pouvoir en parler, il en parle fort bien. Je veux dire que ce qui est très intéressant, c'est précisément la façon dont les mathématiques jouent dans son travail de création, ce qu'il vient de nous raconter, et son livre en témoigne d'une façon, je trouve, extrêmement éloquente, mais il parle à la première personne. C'est Maurice Mathieu qui a ce rapport-là, et c'est sa peinture qui a ce rapport-là. Donc, sauf si ce que je vais dire ne lui plaît pas, mais il me semble que nous ne sommes pas dans un rapport entre l'art et la science, nous sommes dans un rapport entre un artiste et, pour le coup, les mathématiques. Et alors là, effectivement, ça devient intéressant. C'est ce que j'essaye de dire à la fin de mon livre, quand je parle de ces brèves rencontres. Effectivement, je ne suis pas du tout hostile, bien au contraire, ça me passionne. Je passe pas mal de temps dans les ateliers, j'ai beaucoup d'amis peintres. Je vais vous laisser tout le temps qu'il faut pour vous expliquer sur ça après. Et donc, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Comment tel artiste peut rencontrer tel scientifique. Mais c'est tout autre chose. Alors, là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je parle en mon nom et avec peut-être l'espoir qu'il puisse y avoir des gens qui reprennent la question. C'est tout. Mais c'est mon rapport aux mathématiques. Et alors, rapport aux mathématiques qui ont été complètement bouleversés, je veux dire, là, par une lecture d'un livre que tu as publié, des nœuds, les nœuds, et où j'ai appris et vérifié que les enfants acculturés qui naissaient avec un cristallin opaque, et les opérations pour
Vous parlez de ces enfants qui recouvrent la vue à la suite d'une opération chirurgicale. J'allais y arriver. Mais c'est une opération excessivement délicate qui marche très bien chez les adultes, mais qui a beaucoup d'échecs et de déchets chez les enfants. Et quand l'opération a été réussie, on a mis sur une table des carrés, des cercles, et les enfants, donc qui n'avaient pas eu de connaissances visuelles, ne faisaient pas de différence entre ces carrés et ces cercles. Mais à l'inverse, il faisait la différence, je crois, entre une sphère et un tore, cette forme de donut. Donc ça, c'est des surfaces, ou une sphère ou un cube, qui sont topologiquement équivalentes. Mais il faisait la différence entre un disque percé et un disque plein. Et là, c'est des surfaces qui ne sont pas topologiquement équivalentes. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, et j'en suis là. Je veux dire, j'en suis là parce que je ne sais pas comment je vais me servir de ça. Et là, on est dans une énigme, je veux dire, un peu fondamentale, c'est de savoir si les mathématiques, quelque part, ne seraient pas une partie prenante d'une ontologie. Parce que ces enfants, quand on traçait une droite, ne reconnaissaient pas la droite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, plus précisément, par ontologie? Ça veut dire que qu'est-ce que ça vous inspire en tant que peintre? Il y a une intériorité dans le cerveau humain, je veux dire, où les mathématiques sont présentes, parce que c'est extraordinaire que de voir ces différentes, qui a été quand même toute une évolution énorme pour faire la distinction à l'intérieur des mathématiques des surfaces simplement connexes ou des surfaces connexes. Bon, ça a été un travail de presque de 20 siècles, et de voir que les enfants ont une espèce d'intuition immédiate quand ils ne les ont pas connus, ça, pour moi, c'est bouleversant. Alors encore une piste d'inspiration possible pour vous, pour créer. D'interrogation. D'interrogation au minimum. Pas d'inspiration, d'interrogation. Si vous le voulez bien, on va maintenant un peu parcourir avec vous, Jean-Marc Lévy-Leblond, ces brèves rencontres entre art et sciences que vous annoncez en sous-titre de votre ouvrage, qui n'est donc pas qu'une critique des liens possibles entre art et sciences. Alors plus précisément, il s'agit de rencontres entre des œuvres, sculpture ou peinture, de l'art contemporain et un scientifique, c'est-à-dire vous-même. Et ce qui frappe, c'est la diversité de nature des réflexions que ces rencontres vous inspirent. Alors c'est dommage, on ne peut pas présenter ici les tableaux. On n'a pas le matériel, je crois, mais je crois que ça ne va pas nous empêcher d'entrevoir votre démarche. Alors, on ne va pas pouvoir citer tous les exemples qui sont à foison dans votre livre, mais j'en ai relevé quelques-uns qui définissent quelques catégories, justement, de réflexion. Alors, il y a une première catégorie, c'est peut-être la plus évidente, dans laquelle, je dirais, il y a ces œuvres qui vous permettent de trouver des analogies ou des métaphores avec le travail du physicien. Il y en a une, c'est l'œuvre qui est présentée en couverture de votre ouvrage, qui est un travail de Max Charvolant, et qui décalque des lieux en 3 dimensions avant d'étaler le résultat sur les 2 dimensions d'un mur. Et je voudrais que vous nous expliquiez en quoi cela peut en quoi cela a nourri votre réflexion de scientifique, de physicien. Oui, alors de façon un peu plus générale, disons que une partie des œuvres que je fréquente, elles ont pour moi une portée qui me permet de mieux penser mon travail de physicien, ou le travail de la physique en général, comme comme si elle me proposait une sorte, je dirais, d'épistémologie concrète. Non pas une épistémologie des concepts qui existent et qui est évidemment tout à fait essentielle et que je fréquente largement, mais qui est au niveau de la philosophie des sciences, où les philosophes des sciences vont me proposer des idées, des notions pour permettre de comprendre le travail du scientifique. Mais là, je rencontre dans certaines œuvres quelque chose qui me permet de le voir et de le sentir, plus que de le comprendre. Alors, pour prendre l'exemple que vous citez de Max Charvolant, il faut d'abord dire un mot de son travail, qui est un travail de décollage. Il prend des lieux qui sont en général des lieux un peu compliqués, une cage d'escalier, une entrée d'immeuble, etc. Et il enduit ce lieu très complexe, parce qu'il y a des coins, des recoins, des avancées, des saillies, d'une matière plastique, souple,
avec tout un travail sur la coloration, où on colore d'une certaine façon les coins rentrants, les coins saillants, etc., etc. Et ensuite, il décolle la chose, il la met à plat, il la présente sur un mur. Et alors, dans ce travail de décollage, je trouve quelque chose qui me fait beaucoup penser à ce qu'est le travail de la physique théorique, dans laquelle elle prend le réel, mais le travail de la science n'est pas évidemment de rendre compte du réel tel qu'il est, parce que le réel tel qu'il est d'une confusion, d'une complexité extrême. Donc ce que nous faisons, c'est toujours d'en donner une carte, si j'ose dire, une représentation, d'en diminuer la complexité. Et dans le passage que Charvelaine opère de 3 à 2 dimensions, il y a cet aplatissement qui, évidemment, d'une certaine façon, perturbe l'objet initial, le déforme, mais de la même façon, l'objet de la physique théorique, quand il se retrouve sur une feuille de papier, tiens, à plat d'ailleurs, quand il se retrouve sur une feuille de papier pris dans un réseau d'équations, d'une terminologie très sophistiquée, etc., ce n'est plus évidemment le phénomène naturel. L'orbite de la Terre, une fois qu'elle est décrite par des équations à la Newton, ce n'est plus vraiment l'orbite de la Terre, c'est une représentation de l'orbite de la Terre. Et la fécondité de cette représentation est d'une certaine façon intéressante et surprenante parce qu'elle me permet de voir le réel autrement. C'est justement ce que fait Charvelaine. C'est-à-dire que voir aplati sur un mur un lieu qui autrement ne nous aurait pas frappé particulièrement, nous permet d'en comprendre, ou tout au moins d'en percevoir toute une géométrie beaucoup plus complexe qu'elle ne nous apparaîtrait immédiatement. Donc il y a dans l'appauvrissement apparent, en fait, un enrichissement. Et est-ce qu'ici, il y a simplement une métaphore du travail du scientifique et même fortuite, ou bien est-ce qu'à votre avis, il y a plus que ça? Il y a finalement une sorte de cheminement commun Non, pour moi, c'est une métaphore en plus qui m'est personnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûr que d'autres physiciens, voyant le travail de Charvelaine, l'interpréteraient de la même façon. Donc là, nous sommes effectivement dans ce que j'appelle les brèves rencontres, c'est-à-dire un moment de conjonction entre tel artiste, telle œuvre d'un côté, et puis tel scientifique qui, pour des raisons qui lui sont propres, dues à sa sensibilité particulière ou à sa culture singulière, est sensible à telle ou telle œuvre. Parce que Charvelaine lui-même n'a pas voulu y non, mettre certainement de réflexion pas. sur Alors la science. Ça, il faut que merci de me le faire dire, c'est très important. Ce que je propose dans ces brèves rencontres, ce n'est jamais une interprétation de l'œuvre de l'artiste. Dans la plupart des cas, et même dans la grande majorité des cas, ce que j'y trouve n'est pas du tout à l'origine dans l'intention de l'artiste. Mais ça, de toute façon, c'est général dans l'œuvre d'art. Une œuvre d'art est d'autant plus intéressante et plus riche que le spectateur va y mettre ou y voir plus ou autre que ce que le créateur a voulu. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une interprétation via la physique ou les mathématiques de l'œuvre d'art. C'est au contraire, d'une certaine façon, pour signaler la potentialité qu'ont les œuvres et qu'a l'art. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Cette énorme potentialité qu'il a de nous faire penser autrement, mais dans tous les domaines. Quelqu'un qui ne serait pas scientifique comme moi, qui serait, je ne sais pas... même à la limite, pourquoi pas, un homme politique ou un historien verrait ou pourrait voir toute autre chose dans ses œuvres. Alors, je voudrais qu'on continue un petit peu cette promenade avec une autre œuvre, celle de Piotr Kowalski, qui est simplement une toile sur laquelle est écrit « Ceci se déplace à 29,9 km par seconde et ajoute en astérix par rapport au Soleil ». Et si j'ai bien compris, ce que vous trouvez dans cette œuvre, c'est la possibilité de reconsidérer l'étrangeté d'une affirmation pourtant devenue commune, qui est que nous tournons autour du Soleil. Et oui, nous avons tous appris à l'école que la Terre tourne autour du Soleil, qu'elle tourne même très vite. Le temps que je prononce une seule syllabe de la phrase que je suis en train de dire, nous avons fait 30 km dans l'espace. Nous ne le percevons absolument pas, et ce paradoxe est évidemment moteur dans le développement de la science moderne, chez Galilée entre autres. Tout son travail, c'est de nous expliquer que il est normal que nous ne le sentions pas, et que le fait que nous ne le sentions pas ne prouve pas que ça n'est pas vrai. Mais nous sommes tellement habitués, d'une certaine façon, à ce fait théorique, parce que nous l'avons appris à l'école, on nous l'a répété encore et encore, qu'il me semble que nous avons tendance à en oublier l'étrangeté profonde et le caractère, d'une certaine façon, tout à fait surprenant.
Et de ce point de vue-là, ce travail de Kowalski, qui n'est pas une toile, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est un tampon. Vous pouvez, alors c'est une œuvre qui est très facile à imiter, celle-là, hein. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire un faux, vous allez chez n'importe quel marchand de tampons et vous lui dites faites-moi un petit tampon 4 cm sur 3 et vous inscrivez ceci se déplace à 29,9 km par seconde. Et faites un coup de tampon sur n'importe quel objet autour de vous, un livre, une table, cette chaise, et tout d'un coup vous avez ce choc qui vous revient, cet énorme choc épistémologique auquel l'humanité a dû faire face au temps de Galilée, et puis qu'elle a d'une certaine façon amoindri en l'acceptant. Et il me semble qu'il est nécessaire, extrêmement salutaire, souvent, de revenir à ces contre-évidences que la science nous offre. Le grand mérite de la science, c'est de nous permettre d'aller au-delà des apparences immédiates, de nous montrer que le monde est plus riche, plus compliqué, plus bizarre, plus étrange que ce que nous voyons a priori. C'est une invitation pour le scientifique que vous êtes finalement à reconsidérer cette étrangeté, cette bizarreté oui, du monde. Oui, tout à fait. Et à reprendre du champ par rapport à mon travail, qui est un travail, disons, technique, d'écrire des équations sur un bout de papier. Tout d'un coup, de me dire, mais lève la tête et regarde de nouveau le monde tel qu'il est, et reprends conscience de son extraordinaire étrangeté. Alors, il y a même une catégorie d'œuvres où vous puisez une réflexion sur la connaissance scientifique. Ce n'est pas seulement des métaphores de ce que peut être la science, ou ce n'est pas seulement une invitation à reconsidérer, je dirais, les merveilles de la nature. Et c'est par exemple le cas avec une œuvre de François Morlet, et vous dites, là je vous cite, elle bat en brèche le privilège revendiqué par la connaissance rationnelle et discursive. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre et nous expliquer un peu ce qu'elle vous a inspiré ? De laquelle je dis ça ? C'est l'œuvre, je crois, où il y a ce réseau de végétal. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est une des premières œuvres de Morlet. Alors à propos de Morlet, d'ailleurs, qui est un artiste fort connu aujourd'hui, il y a une grande exposition rétrospective qui est en train de s'ouvrir à Beaubourg, et ceux d'entre vous qui s'intéressent sont conviés à y aller. Ça, c'est une série de travaux de Morlet qui remontent à une trentaine d'années, qu'il appelait, avec l'esprit un peu humoristique et loufoque qui est le sien, des géométries, tri écrit TR2E, comme arbre en anglais. Et donc, dans ce jeu de mots, vous avez déjà tout l'esprit de Morlet. Alors, ce travail consiste à prélever dans le milieu naturel une chose de la nature. En l'occurrence, il s'agit d'un brin d'herbe, une grande graminée qui mesure 1,50 m. Donc vous voyez une belle graminée avec cette petite plume, ce petit épillet qui vole au vent et des petits folioles de part et d'autre. Il colle cet élément sur la toile et à partir de là, il trace 2 ou 3 lignes qui vont structurer sa toile en partant justement des petits folioles qui se dégagent de la tige. Autrement dit, il y a là pour reprendre ce dont parlait Maurice Mathieu tout à l'heure, une structuration de l'espace. Vous avez une toile blanche et vous ne savez pas comment la structurer. Il n'y a pas d'ordre naturel. C'est exactement ce que vous disiez. Et là, le choix que fait Morlet n'est pas un choix de structuration par un objet théorique comme la suite de Fibonacci ou quoi que ce soit d'autre, mais par un objet contingent, un objet parfaitement pris au hasard dans le monde. Et il y a là quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, qui est la capacité d'un objet tout à fait singulier, à la fois ordinaire et contingent, à donner la possibilité d'un regard beaucoup plus articulé et beaucoup plus structuré sur le monde, avec évidemment tout ce que ça suppose d'arbitraire dans le choix et dans la projection qu'il en tire. Donc là encore, on n'est pas très loin, de façon purement métaphorique, j'insiste bien, pas très loin de processus de pensée que je vois, moi, à l'œuvre dans mon travail de physicien. Il consiste effectivement à se saisir d'un objet et, à partir de cet objet, de déployer tout un réseau qui va, d'une certaine façon, recouvrir une partie du monde beaucoup plus vaste que l'objet lui-même. Et donc, ce travail de structuration du monde, chez Morlet, on le voit, ou je le vois en tout cas, fonctionner sur un mode qui n'est précisément pas celui du discours ou de la formule mathématique, mais sur un mode qui est celui du contact sensitif et visuel avec le monde.
Alors vous êtes très prudent, vous parlez de métaphores, de brèves rencontres. En titre de votre ouvrage, vous affirmez la science n'est pas là. Mais à l'issue de ce chapitre où vous présentez ces brèves rencontres, vous avez cette phrase que je vais vous lire, et vous dites « Le trouble où me jette à mon vif et inquiet plaisir cette fréquentation, celle des œuvres d'art, est telle que j'en viens parfois à échanger des attributions pourtant bien établies et à voir dans l'art un moyen de comprendre et de transformer le monde, et dans la science une façon de le contempler et de l'imaginer. » Alors, est-ce que finalement, science et art ne sont pas, au bout du compte, interchangeables? Et je vais vous demander votre avis, puis ensuite je voudrais celui de Maurice Mathieu. Attention, cette phrase est écrite à la première personne du singulier. Hein. Absolument. Le sujet revendique le fait que c'est à moi que ça arrive. Mais elle est très forte. Et en même temps que ça arrive parfois. Et alors c'est dans le parfois, à mon avis, qu'est la chose. C'est-à-dire que ces rapports troublants d'échange, je crois effectivement, peuvent avoir lieu, mais ne peuvent nullement être, prévus, organisés, mis en scène et systématisés. Et c'est ça qui me gêne souvent dans les démarches institutionnelles de rapport entre art et science, c'est qu'on fait comme si d'avance ça allait marcher. Mon sentiment, c'est que la plupart du temps, ça ne marche pas. Et de temps en temps, il y a effectivement ces contacts, ces rencontres, et une étincelle qui passe et quelque chose qui se passe. Et ces rencontres qui sont suffisamment denses et pertinentes pour qu'il y ait cette confusion qui puisse, l'espace d'un instant, se faire. Mais ce sont des événements rares et d'autant plus précieux. Ça ne marche pas à tous les coups. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait dire que précisément, la science non plus, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. En général, les expériences s'arrêtent et les calculs, c'est faux. De temps en temps, ça marche. Mais rarement. Maurice Mathieu, sur cette même question, est-ce que vous souscrivez à ce que vient de dire Jean-Marc Lévy-Leblond sur la rareté de ces... Dans la mesure où c'est une rencontre entre un individu et une œuvre. Mais la différence fondamentale qu'il y a pour moi, c'est que être sur le plan de la peinture, la sculpture serait un autre point de vue, c'est envisager deux choses. C'est que le plan n'est pas ordonné et qu'il ne peut pas y avoir une expression significative qui peut glisser vers une conceptualisation sans que la question de l'espace à l'intérieur de ce plan soit posée. Et cette question peut être posée par le truchement des mathématiques. Entre autres, il n'y a aucune... Et j'aurais tendance à penser que dans les exemples qui ont été donnés, sauf celui de Morlet, que je mettrai à part, puisque là, c'est vraiment un travail, je veux dire, d'entêtement de plasticien. Il y a... Comment dire? Il y a... J'y vois la même attitude, et qui n'est pas négative, de l'illustration ou l'iconographie qui est associée au poème. C'est-à-dire que l'illustration des textes poétiques n'ont rien à voir, pour moi, avec la peinture au sens large, et pas plus que des illustrations qui sont faites par les plasticiens de questions scientifiques, à voir avec fondamentalement ce que c'est que cette question d'espace qui est posée et qui sera encore posée à l'intérieur de la peinture. Vous trouvez peut-être d'accord dans la mesure où les œuvres que vous présentez dans votre ouvrage, Jean-Marc Lévy-Leblond, ne sont pas des illustrations de science, hein, et vous avez bien pris le soin de le préciser. Oui, mais vous comprenez, par exemple, j'ai oublié le premier nom. C'est-à-dire, ces questions sont posées parce que Duchamp lui-même, qui dans ce qui deviendra des ready-made, au début, il s'intéresse uniquement au mouvement. Et il commence tout son travail par une confusion entre la cinématique ou le fait que le paramètre et les coordonnées. Donc c'est venu descendant l'escalier. Et il y a un traité d'un polytechnicien au moment où, parce que le grand choc c'est la relativité quand même à cette époque, et il y a un polytechnicien qui essaye d'établir
une représentation des objets à 4 dimensions qui est entre les mains de Duchamp. Et Duchamp a l'idée de se servir d'objets qui sont immédiatement reconnaissables dans leur projection dans le plan, la roue de bicyclette, l'IF et d'autres, et qui lui permettaient d'avoir l'espace, en cherchant des objets à 3 dimensions, de les considérer comme une projection dans de l'espace à 4 dimensions. Donc ça, les rabattements, ces rabattements d'objets, ces rabattements d'objets dans le plan, c'est une idée, je veux dire, qui a été utilisée énormément et qui, à mes yeux, n'a pas encore entraîné, ou un rapport qui est un rapport complètement subjectif, n'a pas entraîné une ouverture d'interrogation. Et Duchamp a abandonné lui-même quand on lui a proposé des ready-make. Il a abandonné, c'est-à-dire donc, la perversion de Duchamp était telle que cette solution a été une solution parfaite. Mais il y a totalement renoncé. Il avait même, j'ai une copie, enfin une photocopie d'une lettre qu'il a adressée à Poincaré pour avoir un rendez-vous. Alors, je vais être obligé qu'on en reste là. Ce qu'on comprend bien. Juste une phrase. Une seule phrase. Une seule phrase. Et là, dans cette lettre, on voit très bien la référence à Einstein de se situer dans la position d'Einstein par rapport à la physique, physicien-théoricien, et lui, théoricien de l'espace de la peinture. Donc, en tout cas, ce qu'on voit à travers cette anecdote, et avec celle que vous nous avez racontée, Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est la diversité des rencontres possibles, même aussi brèves soient-elles, entre art et science. Il y a une question que je me suis posée en lisant votre livre, Jean-Marc Lévy-Leblond. Vous dites l'art n'est pas la science, les rencontres sont brèves, mais finalement, quand rencontre il y a, c'est l'art qui permet de nourrir votre réflexion scientifique. Et je me suis demandé si, à l'inverse, la science ne pouvait pas aussi nourrir une réflexion artistique. Et votre livre n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là. Et je me suis demandé pourquoi, finalement, ce dialogue avait l'air d'être à sens unique entre art et science. Mais parce que je suis scientifique, que je ne peux pas parler à la place des artistes, tout simplement. J'ai largement insisté sur le fait que c'était un livre très personnel, très subjectif, qui ne développait pas une théorie globale des rapports entre art et science, qui donnait une vision particulière. Si un artiste veut faire un travail un peu analogue dans l'autre sens, j'en serais extrêmement heureux, mais c'est pas à moi de le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus que cette réponse quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée que l'art fait partie de la culture, que la science, malgré elle ou pas, en serait sortie, et que finalement le problème se joue aussi Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. De ce point de vue-là, il n'y a pas symétrie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, et c'est bien précisément l'une des raisons pour lesquelles on insiste tant aujourd'hui, me semble-t-il, sur la nécessité de ces rapports entre art et science, c'est que un certain nombre de gens pensent qu'il y a là une solution, je dirais, immédiate et simple pour faire réintégrer à la science le champ de la culture qu'elle a déserté. Elle l'a déserté de fait. Chez Galilée est un homme de science autant qu'un homme de culture, mais au fur et à mesure des développements scientifiques du XIXe siècle, la science va devenir de plus en plus technique, de plus en plus industrielle, et de fait va quitter le champ de la culture. Nous en voyons bien aujourd'hui les limites et les dommages, et nous sommes très nombreux, en particulier dans des lieux comme celui-ci, évidemment. C'est l'une des tâches de Universcience en général, que de reposer cette question des rapports entre science et culture. Mais je crois qu'on ne peut pas la régler facilement et rapidement en disant « Ah, mais il n'y a qu'à faire travailler ensemble et mettre ensemble des artistes et des scientifiques ». Je crois que la question est beaucoup plus profonde. Elle tient à la nature profonde de l'activité scientifique dans la société où nous sommes. Et c'est une des choses précisément qui me chagrine, c'est l'idée que l'on pourrait essayer d'aller trop rapidement et de se débarrasser des difficultés de cette question en convoquant des artistes pour qu'ils viennent donner à la science le supplément d'âme dont elle croit manquer. Je crois que la question est plus difficile que ça et qu'on ne s'en tirera pas aussi aisément.
Mais en tout cas, la culture gagnerait un peu plus d'unité, même si, bien évidemment, l'art n'est pas la science, et réciproquement. Un peu le sens de votre propos. Mais la culture est unique, c'est bien pour ça que la science n'est pas dedans. À partir du moment où on dit, comme on le fait souvent dans des lieux de ce genre-là, où on dit culture scientifique et technique, c'est fini. C'est-à-dire que le mot culture, c'est comme la République française, elle est une et indivisible. Dès que vous lui mettez des épithètes et des étiquettes, ça ne marche plus. Ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission. Pour poursuivre la réflexion, je renvoie à la lecture de vos ouvrages. La science n'est pas l'art, Jean-Marc Lévy-Leblond chez Hermann, et Autobiographie par la forme, Maurice Mathieu chez Actes Sud. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition des livres à la une. D'ici la bonne lecture, au revoir.